Bonjour chers élèves, la séance d'aujourd'hui porte sur le cours de sciences de l'ingénieur réservé aux premières années baccalauréat, filière STM, unité de conception en matière, et le titre de la leçon d'aujourd'hui s'intitule Analyse fonctionnelle. Bon, les objectifs à atteindre à la fin, à l'issue de cette séance, c'est que vous serez capable d'utiliser les outils de l'analyse fonctionnelle à un système technique donné. Ceci pour exprimer le besoin fondamental par un diagramme qu'on appelle fait accord, également compléter une analyse fonctionnelle externe d'un système technique donné par l'outil diagramme pieuvre et finalement compléter une analyse fonctionnelle interne en utilisant le diagramme, les diagrammes FAST ou bien le diagramme SADT. Avant de commencer tout ça, on va vous présenter maintenant un sujet support, bien support d'étude. Donc, comme vous voyez ici sur cette figure-là, c'est une machine automatique qui permet de faire le poinçonnage et l'évaluation des médailles. Comment? Comme vous voyez ici sur la figure, cette machine-là est composée de 10 unités. L'unité supérieure, c'est une unité de poinçonnage de médailles. La deuxième unité, c'est une unité d'évaluation des boîtes remplies de médailles poinçonnées. Poinçonnées, ça veut dire décorées. Très bien. Pour certaines compétitions sportives ou culturelles, lorsqu'on veut distribuer des médailles, bien sûr, des médailles doivent apporter un logo de la compétition. Donc cette machine permet de faire ça. Comment? Alors, la première unité s'appelle unité de poinçonnage de médailles, bien de décoration de médailles. Elle est composée, comme vous voyez ici, d'un magasin de médailles. D'accord? Médailles non poinçonnées, d'accord? Et vous avez trois éléments, trois vérins, C1, C2 et C3. Chaque vérin, bien sûr, a son rôle. Le premier vérin, C1, il permet de faire quoi? C'est de déplacer la médaille de présenter la médaille non poinçonnée sous le vérin C2, d'accord? Le deuxième vérin C2 permet de faire quoi? Sa descente permet de poinçonner ou bien décorer la médaille grâce au poinçon, vous voyez ici. Et une fois la médaille poinçonnée, le troisième vérin C3 permet d'ouvrir l'éjecteur pour laisser tomber la médaille poinçonnée juste vers une boîte déjà présente, une boîte vide déjà présente. Et le cycle se répète autant de fois qu'on veut, par exemple 10 médailles. Lorsqu'on atteint, on remplit la boîte vide de 10 médailles, l'unité d'évacuation des boîtes va être mise en marche et est composée, elle, d'un moteur électrique L qui actionne un tapis roulant. Dès qu'on a la quantité voulue dans la boîte, le moteur va fonctionner et donc le tapis roulant va évacuer la boîte remplie de médailles poinçonnées vers le port de stockage. Voilà. C'est ça, grosso modo, d'une manière très brève, le fonctionnement de cette petite machine. Voilà. Alors, on va maintenant, le fonctionnement, on l'a déjà fait. Alors, ici, on va entrer dans le cours de l'analyse fonctionnelle du produit comme étant un rappel de ce que vous avez fait l'année dernière. Vous avez ici l'analyse fonctionnelle, elle est composée de deux parties. Une analyse fonctionnelle externe d'un produit et une analyse fonctionnelle interne d'un produit. Alors, regardez ici, l'analyse fonctionnelle externe, ça concerne surtout le consommateur et l'utilisateur du produit. Donc, on définit le besoin, on va voir comment on va le définir par la suite. Ensuite, on recherche toutes les fonctions de service de ce produit-là. Dans cette phase-là, on considère que le produit comme étant une boîte noire. On ne s'intéresse que des fonctions de service du produit. Alors, la deuxième partie, ça intéresse surtout
où le réalisateur, ou bien l'ingénieur qui va faire la conception, le réalisateur concepteur, qu'est-ce qu'il va faire? À partir de cette partie-là, analyse fonctionnelle externe, il va faire une analyse fonctionnelle interne. Bien sûr, à la fin de la première partie, c'est-à-dire analyse fonctionnelle externe, on réalise ce qu'on appelle un cahier de charge fonctionnel qui sera donné au concepteur réalisateur qui va faire la traduction de ces fonctions de service en fonctions techniques et en solutions technologiques pour choisir finalement les composants qui vont constituer notre système. D'accord? Et ceci, bien sûr, pour répondre, tout ça, c'est pour répondre à un besoin donné. Voilà. Alors, on commence justement par cette première partie, analyse fonctionnelle externe. Donc, c'est une expression des besoins. Il exprime le point de vue des clients ou des utilisateurs. Il met en évidence les fonctions de service à atteindre par le produit, bien assurées par le produit. Alors, on commence par l'expression des besoins. Alors, la définition, qu'est-ce qu'un besoin? Alors, la définition fondamentale, normalisée des besoins, c'est ça. Un besoin, c'est une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur. D'accord? C'est ce qui est nécessaire, ou bien un désir d'un utilisateur donné. D'accord? Alors, l'expression des besoins se fait par un diagramme qu'on appelle le diagramme d'accord. Ce diagramme-là se base sur 3 questions fondamentales auxquelles on doit répondre avec précision pour bien énoncer les besoins. La première question, c'est à qui notre produit, notre système rend service. À qui il rend service. Deuxième question fondamentale, sur quoi notre système agit. D'accord? Troisième question, quel est le but? Dans quel but? Dans quel but le produit existe-t-il? La réponse à ces 3 questions nous permet de situer rapidement le besoin, c'est-à-dire l'objectif de notre produit, l'objectif fondamental. D'accord? Donc on utilise ce qu'on appelle un diagramme qu'on appelle le diagramme Venn-accord. Alors le diagramme Venn-accord, c'est ce que vous voyez ici, le ensemble sur une bête avec 2 bords. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce diagramme-là? Au milieu, on écrit le nom de notre système, bien produit. Ici, à droite, à gauche, on répond à la première question, à qui le produit rend-il service? Un client, un utilisateur, un consommateur, une personne, d'accord? Et deuxième question, sur quoi le produit agit-il? Qui est ce qu'on appelle la matière d'œuvre. La matière sur laquelle il doit agir, on l'appelle matière d'œuvre. Et la dernière question, dans quel but? On appelle la fonction d'usage ou bien le besoin. Cette réponse-là, elle est formalisée par une phrase commençant par un verbe à l'infinitif. Voilà. Alors, on applique ça pour notre système. Déjà, on a déjà vu une présentation. La machine automatique de poinçonnage et de l'application des médailles. Donc, pour notre système, le nom de notre système va être écrit au milieu. Machine automatique de poinçonnage et l'application des médailles. À qui il rend service? Et rend service à un opérateur, un technicien spécialisé. D'accord? Et sur quoi il agit, cette machine-là, ce système-là? Il agit sur les médailles et les boîtes. Les médailles non poinçonnées et les boîtes qui sont vides, qui sont remplies par la suite par des médailles poinçonnées. Et donc, quel but existe-t-il? Bien sûr, c'est de poinçonner les médailles et les évacuer dans une boîte. Il possède 2 fonctions, poinçonner et évacuer. Poinçonner les médailles et les évacuer dans une boîte. Qui est bien constitué une phrase commençant par un verbe à l'infinitif. Lorsqu'on nous avons 2 fonctions, on va mettre 2 verbes. Poinçonner et évacuer. Voilà une illustration du diagramme Venn-accord pour notre système d'études. Alors, lorsqu'on a répondu à ces 3 questions, on dit qu'on a exprimé les besoins. Maintenant, il faut l'analyser fonctionnellement. Ça va faire ce qu'on appelle analyse fonctionnelle des besoins. Cette étude consiste à analyser les besoins auxquels devra répondre le produit
D'accord? Et on va extraire ce qu'on appelle les fonctions du service qu'il doit remplir. Les contraintes auxquelles il sera soumis et caractérise ces fonctions et ces contraintes. Donc on va définir toutes les fonctions du service à assurer par le produit pour bien répondre à notre besoin déjà défini. D'accord? Et ce sera la base de l'élaboration d'un document qu'on appelle un cahier des charges fonctionnelles, dans lequel on va mentionner le besoin, les fonctions de service, surtout des produits et leurs caractéristiques. Ce qu'on appelle le CDCF. Alors, l'analyse fonctionnelle des besoins, pour la faire, on a ici un certain nombre d'étapes. Alors, globalement, cette analyse consiste à faire quoi? À rechercher, ce que ça va rechercher, déterminer, identifier les fonctions du produit. On va essayer de définir toutes les fonctions du produit qui vont bien sûr répondre à un besoin donné. On va par la suite les ordonner, c'est-à-dire les différencier entre les différentes fonctions, comme les distinguer. Ensuite, on va les caractériser. Pour chaque fonction de service, on doit définir certaines caractéristiques relatives à chaque fonction de service. D'accord? Ce qu'on appelle l'énoncé des critères d'appréciation de ces fonctions. Ensuite, on va les hiérarchiser, c'est-à-dire les évaluer par ordre d'importance. D'accord? Et finalement, valoriser, c'est-à-dire donner une valeur pour chaque fonction. Alors, passons maintenant aux recherches des éléments, ce qu'on appelle les éléments du milieu extérieur, ainsi que les fonctions de service d'un produit. Alors, cette partie-là se fait par un diagramme qui s'appelle le diagramme pieuvre. Alors, ce diagramme-là va nous permettre de situer le produit dans son environnement. D'accord? C'est-à-dire définir tous les éléments du milieu extérieur qui sont en relation avec le produit, et ainsi définir toutes les relations de ce milieu extérieur avec le produit, et par suite définir les fonctions de service. Vous avez un exemple d'un diagramme ici. Diagramme pieuvre. Remarquez bien qu'on est composé par des bulles. La bulle centrale, dans la bulle centrale, on écrit le nom de notre produit ou bien de notre système, et les bulles satellites comportent les éléments du milieu extérieur. Par exemple, si vous avez les moyens du milieu extérieur 1, 2, 3, 6. D'accord? Et ensuite, on va définir les relations entre le produit et son milieu extérieur. Donc, cette phrase consiste à faire figurer un graphique, d'accord, qui s'appelle diagramme pieuvre, parfois on l'appelle diagramme des interacteurs. Alors, on définit les éléments de l'environnement et les relations de ces éléments avec le produit. D'accord? Alors, définissons maintenant, qu'est-ce qu'une fonction de service? Alors, par définition, une fonction de service, c'est une action attendue d'un produit ou réalisée par lui pour répondre aux besoins d'un utilisateur donné. Donc, la fonction de service doit répondre, bien sûr, à un besoin d'un utilisateur donné. Il est toujours exprimé par une phrase commençant par un verbe à l'infinitif. D'accord? Alors, les fonctions de service sont plus classées, comme vous voyez ici là, en deux grandes familles. Ce qu'on appelle les fonctions principales FP et les fonctions contraintes FC. D'accord? Donc, on va trouver beaucoup de fonctions de service, ça dépend du système, pour répondre à un besoin. D'accord? Et les fonctions de service peuvent être des fonctions qu'on appelle d'usage ou bien des fonctions d'estime. Comment d'usage? Par exemple, pour une voiture, mais pour un automobile, la fonction transporter, c'est une fonction d'usage. Alors, par exemple, la fonction, par exemple, plaire au client ou bien plaire à l'utilisateur sera une fonction d'estime. Donc, une fonction d'usage, ça touche le côté utilisation des produits. Et la fonction d'estime, ça touche plus particulièrement le côté psychique et affectif d'un utilisateur. Par exemple, la forme, la couleur, etc. D'accord? Voilà.
Ça, c'est le premier classement. Le deuxième classement, j'ai déjà dit qu'une fonction de service peut être classée selon une fonction principale qui représente la raison d'être du produit. Fonction principale, c'est une fonction qui représente la raison d'être du produit. Alors qu'une fonction contrainte, c'est une condition à respecter pour que le produit soit adapté à un environnement donné. D'accord? Donc, si vous voulez, la fonction principale représente la raison d'être, alors que la fonction de contrainte, c'est une condition à respecter pour que le produit fonctionne correctement dans son environnement. D'accord? Ça limite un petit peu la liberté d'un ingénieur et d'un concepteur. On va voir ça pour un exemple. Alors, remarquez ici, on va distinguer ces fonctions-là, fonction principale et fonction contrainte. Donc, une fonction principale, il exprime les besoins. C'est l'expression même des besoins. D'accord? Et, comme vous voyez ici sur le graphe, en haut, il lit deux éléments de l'extérieur à travers le produit. Donc, on dit que le produit permet à l'élément du milieu extérieur 1 de modifier l'état de l'élément du milieu extérieur 2, ou bien inversement, c'est-à-dire le 2 qui va modifier le EM1. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction principale. Donc, une fonction principale doit lier au moins deux éléments du milieu extérieur via le produit. D'accord? Par contre, les fonctions contraintes, ce sont des fonctions de conditions bien sûr à respecter, et lient un seul élément du milieu extérieur avec le produit. Et ça, bien sûr, également, énoncé par une phrase qui commence par un verbe à l'infinitif. Donc, une fonction contrainte doit lier un seul élément avec le produit. D'accord? Alors, ça sera une relation entre le produit et le milieu extérieur. D'accord? Ça sera soit l'action du milieu extérieur sur le produit, ou bien l'action du produit sur le milieu extérieur. Alors, on va ici maintenant illustrer ce diagramme-là dans l'exemple que nous avons déjà posé au départ. C'est notre machine automatique de poinçonnage et variation des médailles, la MAPEM. Alors, vous avez ici la liste de quelques fonctions de service à assurer par le produit, de FS1 jusqu'à FS10. Vous avez ici un diagramme qui est incomplet. On va essayer de compléter ensemble. Voilà, donc j'ai déjà dit au départ que dans la bulle centrale, on met ce qu'on appelle le nom de notre système d'étude. La machine automatique de poinçonnage et d'évaluation des médailles. À l'extérieur, ici, on va mettre des bulles qui représentent les éléments du milieu extérieur. Déjà, on a ici un milieu extérieur, les boîtes à remplir par les médailles, les normes de sécurité, l'environnement, l'énergie électrique. Donc, il nous reste encore deux ou bien trois éléments à définir, à compléter. Pour compléter ce diagramme bleu, il faut tout simplement lire fonction de service par fonction de service et extraire les éléments du milieu extérieur. D'accord? Par exemple, pour FS1, c'est quoi? C'est permettre à l'opérateur de poinçonner les médailles. Voilà. Et pratiquement, je vais mettre ici la fonction FS1. D'accord? FS1. Alors, FS2, j'ai des éléments de l'extérieur pour permettre à l'opérateur d'identifier les boîtes. Donc, opérateur et les boîtes. Ce sont les deux éléments du milieu extérieur. Alors, j'ai déjà ici boîte et j'ai ici opérateur. Donc, dans cette ici, je vais écrire FS2. D'accord? Parce que c'est cette relation qui va lier l'opérateur avec les boîtes. Troisième fonction, FS3. F peut opérer par l'opérateur. Donc, le milieu extérieur, c'est l'opérateur. Donc, l'opérateur, j'ai déjà ici. Donc, j'ai soit écrit ici, soit ici. Parce que c'est une fonction contrainte. Il va lier un seul élément du milieu extérieur avec le produit. Donc, je vais mettre par exemple ici FS3. D'accord? Alors, FS4 s'adapter à la source d'énergie électrique. Donc, FS4
C'est ça. FS4, l'énergie électrique, c'est ça le milieu extérieur. Donc déjà, FS4, on a déjà ici l'énergie électrique. FS5 permet le stockage des métals. Donc le milieu extérieur, ce sera les métals. D'accord? Les métals. Alors les métals, je les où? Voilà ici. Donc automatiquement ici, il faut écrire FS5. FS6, s'adapter avec la source d'énergie pneumatique. Le milieu extérieur sera l'énergie pneumatique. Alors l'énergie pneumatique, j'ai une place pour l'écrire. Donc je vais écrire ici. Énergie pneumatique. Et je vais ici écrire FS6. D'accord? Alors, FS7, respecter l'environnement. Le milieu extérieur, c'est l'environnement. L'environnement, on va laisser déjà ici l'environnement, j'ai FS7 ici. FS8, s'adapter aux formes des boîtes. Donc, le milieu extérieur, c'est les boîtes. Alors, les boîtes, j'ai déjà ici. Donc, ici, il faut simplement écrire FS8. FS8. FS9, être facile à maintenir par l'opérateur, le milieu extérieur sera l'opérateur. Donc l'opérateur, j'ai une autre qui reste ici, donc je vais écrire ici FS9. D'accord? FS10, respecter les normes de sécurité, donc le milieu interne. On a fait l'analyse fonctionnelle externe, on a fait le diagramme Beta pour exprimer les besoins, le diagramme Cube pour rechercher tous les éléments de l'extérieur et d'énoncer les fonctions de service. Ça, ce qu'on appelle une grande partie de l'analyse fonctionnelle externe. La prochaine fois, séance prochaine, on va faire l'analyse fonctionnelle interne.